Bonjour, bonjour, on se retrouve en ce mercredi 3 février pour commencer un petit vlog spécial février tapal. Je sais pas vous, mais moi, mon mois de janvier, nul à chier, claqué au sol. Je pense que c'était une combinaison déprime post-fête, situation sanitaire actuelle, on va pas se mentir. Peut-être aussi le fait que j'ai vu le soleil 2 jours sur 31 en janvier, je pense que ça doit jouer. Mais bref, je me suis dit, février, on va repartir sur de bonnes bases. Alex Bouquin en Prada nous a concocté un super petit challenge, donc on va lire et tout ira bien. Si seulement c'était vrai. Février tapal, c'est quoi? C'est donc un challenge qu'a créé Alex Bouquin en Prada qui consiste à profiter du mois le plus court de l'année pour lire des livres courts. Donc il me semble que c'est moins de 200 pages normalement. Elle a fait ça très bien sur sa chaîne, elle nous a concocté une petite vidéo, elle a créé des menus, il y a plein de façons de faire ce challenge. Et de toute façon vous pouvez le faire comme vous voulez. D'ailleurs moi, c'est ce que je vais faire, je ne vais suivre aucun menu. Et je me suis juste prévu 5 livres de moins de 250 pages. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de livres courts dans ma bibliothèque, j'ai surtout des gros livres. Et donc j'avais très peu de livres courts, mais j'ai rassemblé tout ce que j'ai. Et donc on va lire ça en février. Moi j'en ai sélectionné 5, ce qui me paraît un petit peu ambitieux pour mon rythme de lecture, même si c'est des livres courts, parce que j'ai peur que, en particulier 2 d'entre eux, me donne du fil à retordre. Je vais vous montrer ça juste après, mais voilà, 5 livres, sachant qu'il y a, désolée pour la luminosité qui change, hein, c'est soleil, nuage, soleil, nuage. Je disais donc 5 livres, sachant qu'il y a 4 semaines, j'aimerais faire une moyenne de genre 1 livre par semaine, plus un que je pense écouter en audio et étaler sur les 4 semaines. J'espère que c'est faisable, peut-être que je vais pouvoir lire plus, peut-être que je vais pas tout lire. J'en ai aucune idée, mais en tout cas je suis hyper motivée, tous ces livres me font super envie et je vous les montre tout de suite. Le premier, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai acheté quand je suis arrivée ici en métropole il y a longtemps. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, c'est The Passion of New Eve de Angela Carter, la passion de la nouvelle Ève en français, ou de l'Ève nouvelle. Je sais pas. Je vais vous faire des résumés très rapides parce qu'on en reparlera plus mieux, hein, n'est-ce pas, quand je les aurai lus. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle puisque je l'ai acheté il y a très longtemps. Celui-ci il fait 185 pages, mais c'est un de ceux que je redoute un petit peu puisque Angela Carter, elle a un style très particulier et comme je le lis en anglais, j'ai peur d'y passer un peu de temps. Enfin, j'ai peur. Avec des guillemets, hein, j'ai pas peur, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça se passe à New York. Il y a une certaine Leila qui fait la danse du chaos pour Evelyn. Donc Evelyn, j'ai l'impression que c'est un homme anglais. Ça commence bien, la meuf a du mal à lire le résumé. Et en fait, voilà, une déesse va le transformer en la nouvelle Ève. Ça a l'air complètement barré, bon c'est Angela Carter, hein, donc à quoi s'attendait-on, me direz-vous. Mais voilà, il est temps que je le lise, ça fait très longtemps que je l'ai, et j'aime beaucoup Angela Carter, donc c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Ensuite, un autre qui me fait un petit peu peur et que j'avais déjà montré dans ma palle, du Cold Winter Challenge. D'ailleurs, comment ça se passe le Cold Winter Challenge? Parce que moi, vraiment génial. Une performance incroyable, j'ai lu environ 0 livre. Comme ça c'est dit. Donc ne vous attendez même pas à un bilan, hein. Le bilan il est là, j'ai rien lu, on est le 3 février. Si je lis celui-ci, ce sera bien. L'invention de la solitude de Paul Auster. Celui-ci il me fait peur parce que je vous l'ai déjà dit. C'est le premier livre qu'il a écrit, c'est autobiographique et ça parle de la mort de son père. Voilà. Donc rien que le premier paragraphe, rien que le titre, il est badant. Le premier paragraphe, on a tous envie de se pendre. Un jour, il y a la vie. Voici un homme en parfaite santé, pas vieux, jamais malade. Tout va pour lui comme il en fut toujours, comme il en ira toujours. Il vit au quotidien, s'occupe de ses affaires et ne rêve qu'aux réalités qui se présentent à lui. Présentent à lui. J'ai cru que je disais de la poésie, moi, quoi. Et puis, d'un seul coup, la mort. Ça part sur une ambiance de folie, typiquement un remède au spleen.
à la déprime. Ça va être trop bien. Ensuite, celui que j'ai envie d'écouter en audio, que j'ai déjà commencé d'ailleurs, je trouve que le narrateur a une super voix et comme c'est un recueil de nouvelles, ça va être très agréable je pense à écouter en audio. Ça fait comme des petites histoires. Je suis vraiment désolée pour cette luminosité parce que j'alterne entre bleu et jaune niveau couleur de peau là. Bon, le soleil joue à cache-cache. Celui-ci c'est le plus gros que j'ai. Il fait 340 pages et c'est le deuxième tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. J'ai lu le premier tome il y a 1 an maintenant, donc je pense qu'il est temps de continuer. J'adore ces éditions, elles sont genre hyper belles, hyper souples. Ensuite, j'ai un livre que j'ai vraiment très hâte de lire et que j'ai depuis un petit moment. Et d'ailleurs, c'est Piketty Bookin qui me l'avait envoyé cet été. Et d'ailleurs, si tu passes par là, Steph, je te remercie encore et je t'embrasse. Il s'agit de L'île aux enfants de Ariane Bois. Ici, on est sur un récit historique inspiré de faits réels. C'est un roman, mais c'est inspiré de faits réels. Pardon. Et ça parle des enfants de la Creuse. Alors, les enfants de la Creuse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce scandale, ce crime, cette série de crimes même, puisque c'est quelque chose qui s'est produit à La Réunion à partir des années 60 et qui a continué pendant des années, bien évidemment, comme à peu près tous les scandales, tous les crimes, toutes les injustices qui se passent loin du sol métropolitain, c'est souvent très méconnu des populations, à part par les populations qui ont été touchées justement. Pareil, on en reparlera quand je l'aurai lu, mais je vous invite déjà, si ça vous intéresse, et je pense que tout le monde devrait se renseigner, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est les enfants de la Creuse. Pendant des années en fait, des enfants réunionnais ont été déportés finalement, loin de leur famille et sur le sol métropolitain pour soi-disant leur offrir à eux une meilleure vie, avoir une éducation, peut-être aller à l'école s'ils n'y allaient pas à La Réunion. En fait, c'était surtout une excuse pour repeupler les départements qui avaient une démographie en baisse. J'ai dit que j'expliquais pas, en fait je suis en train de faire un cours. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a tout bonnement menti aux familles puisque leurs enfants n'allaient pas du tout recevoir une meilleure éducation. Dans le meilleur des cas, certains d'entre eux ont été en effet adoptés par des familles qui voulaient vraiment des enfants, alors que, encore une fois, les parents ne savaient pas qu'ils abandonnaient la tutelle de leurs enfants. Et dans le pire des cas, ces enfants ont été réduits en esclavage, il y a eu des abus sexuels, il y a eu des violences. Ça a brisé énormément de familles puisque c'est des enfants qui ont perdu tout contact avec leur famille. Bref, je suis en train de m'étendre, de m'éparpiller et en plus je déblatère comme ça sans structure, sans rien, donc je suis pas sûre d'être très claire. Très gros sujet, très lourd, très important, très grave, qui a encore des répercussions aujourd'hui. Et je suis très curieuse de lire ce livre parce que je connais ce sujet. J'ai vu des reportages, des documentaires, des témoignages, mais j'ai jamais lu de fiction sur le sujet. Ma seule petite appréhension, c'est que l'autrice n'est pas réunionnaise. Mais moi si. Donc il faut que je fasse attention à ne pas être trop critique. Quand on écrit à propos de nous, de notre île, on est un peu en mode ah, genre, tu vois, deuxième paragraphe, je vois écrit le mot litchi. Toi-même tu sais, on ne connaît pas ce mot. Personne dit litchi à La Réunion, je suis désolée. Non, litchi ça n'existe pas. Bon, là je dis ça un peu pour rigoler, je fais ma meuf. C'est ma petite appréhension. Après, Ariane Bois, c'est une journaliste. Bien évidemment, elle a fait des recherches, elle a interrogé des gens. Mais c'est toujours, je pense qu'on a toujours une petite appréhension quand on sait qu'on va lire à propos d'un sujet. Bah voilà, c'est tout le débat des own voices. Vous avez compris, je suis un petit peu en train de m'étendre, mais voilà, c'est la seule petite appréhension que j'ai. Mais en tout cas, je trouve ça génial que
que quelqu'un qui n'est peut-être pas concerné se soit intéressé au sujet. Et si ce livre a pu contribuer à faire découvrir ce sujet et ce scandale à des personnes qui n'en auraient jamais entendu parler, rien que ça, je trouve ça super. Il y a plein d'autres livres d'ailleurs qui ont été écrits sur le sujet par des victimes justement, il y a des fictions, il y a des témoignages, il y a plein de livres que j'aimerais beaucoup lire. C'est peut-être un truc que j'aimerais faire à l'avenir, de recueillir plein de lectures sur le sujet et pourquoi pas peut-être d'en faire une vidéo un jour parce que ça me... Tu vois là, rien d'en parler, ça me presse. On va passer au dernier livre, ça fait 1000 ans que je parle, c'est abusé, que j'ai commencé hier d'ailleurs. Je me suis dit que j'allais commencer avec un livre qui allait forcément me plaire, du moins j'en étais certaine, et j'ai donc démarré avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je pensais pas le lire aussi rapidement, mais comme à chaque fois avec Bradbury, ça coule tout seul, la plume est trop belle, les sujets sont trop bien. Je suis déjà à la page 143 sur 210, un truc comme ça, donc je vais le finir aujourd'hui en même pas une heure je pense. Fahrenheit 451, grand classique, c'est une dystopie dans laquelle on suit un pompier qui s'appelle Montag. Et on est à une époque où les pompiers ne servent plus à éteindre le feu, non, mais à l'allumer. Puisque dans cette société, les livres sont interdits. Et donc, quand il y a des rebelles, des dissidents, les pompiers sont appelés et on crame la baraque. Et toi avec, si tu es toujours dedans. Voilà, c'est sympa, hein, c'est sympa, c'est gai aussi. En vrai, j'aime beaucoup les réflexions philosophiques, sociétales, politiques. Comme à chaque fois avec Bradbury, il y a plein de sujets qui sont abordés, mais d'une façon tellement simple et tellement naturelle que n'importe qui peut le lire. Il n'y a vraiment pas de crainte à avoir sur une quelconque difficulté ou un quelconque niveau à avoir pour lire ses livres. Et ce que j'aime beaucoup avec lui aussi, c'est que je pense que tous ses écrits peuvent plaire vraiment à n'importe qui. Si tu es quelqu'un qui aime, qui adore les classiques et qui est pas très branché littérature de l'imaginaire, Ray Bradbury, ça va te plaire. C'est devenu un auteur classique, il a une très belle plume. Je pense que ce que quelqu'un qui aime les classiques aime retrouver dans les classiques, ça se retrouve chez Bradbury. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'imaginaire et qui a un petit peu peur des classiques parce que t'as peur que ce soit trop difficile, t'as peur de t'ennuyer, t'as peur que, je sais pas, ce soit chiant, que ce soit trop ardu, Ray Bradbury. Bon bref, voilà, je vais arrêter de faire l'apologie de cet auteur. Et puis moi je vais aller finir ça. Je vous reprendrai tout au fil du mois du coup. Faudra peut-être pas que je parle pendant 20 minutes à chaque fois, sinon ça va être chiant. Je vous tiendrai donc au courant de mes lectures. Et puis, ben voilà, c'est comme ça, hein. Ici. Voilà. Hier j'ai terminé comme prévu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je vais essayer de vous faire un retour rapide et concis parce que j'ai vraiment pas envie que ce vlog dure 1 heure. C'était une très bonne lecture. Comme je vous avais dit, j'avais bientôt fini déjà quand j'ai fait l'introduction du vlog. C'était pas un coup de cœur, ça m'a pas marqué comme Chronique martienne par exemple, mais c'était quand même une très bonne lecture. Comme d'habitude avec Bradbury, c'est donc extrêmement bien écrit, je n'arrête pas de le dire, mais vraiment c'est ce qui me marque le plus à chaque fois. Et les réflexions dans Fahrenheit 451 sont très intéressantes. Je vous ai dit vite fait hier, on est donc dans une société où les livres sont interdits puisque on ne veut pas que les populations se posent des questions, réfléchissent, et en gros on est dans une société où les gens vivent leur vie comme des somnambules en fait. Tout le monde est matraqué de divertissements qui ne laissent pas la place à l'interrogation, à l'imagination,
On est dans un monde où la télé se regarde sur 4 murs comme si on faisait vraiment partie du décor. C'est une société aussi très violente puisque les dissidents qui possèdent toujours des livres chez eux, qui sont devenus d'ailleurs des objets extrêmement rares et donc illégaux, ces personnes sont envoyées soit en prison, soit en asile, et leur maison est complètement brûlée par donc les pompiers qui ne servent plus à éteindre le feu mais à l'allumer. Donc nous, on va suivre un pompier qui s'appelle Montag, qui va commencer à se poser des questions sur cette société légèrement totalitaire, hein. Et donc Bradbury aborde des sujets très intéressants comme l'importance de la culture, la nécessité de s'interroger, d'interroger le monde autour de nous, la nécessité d'observer ce qui nous entoure, de réfléchir, d'apprendre. Je l'avais déjà constaté avec Chroniques martiennes, j'aime beaucoup les réflexions de Bradbury, en tout cas ce qu'il y a dans ses écrits, je trouve ça toujours très intéressant et très... ça pousse à la réflexion en fait, tout simplement. Ici par contre j'ai été un peu moins touchée, alors c'était vraiment une bonne lecture. Le seul petit truc je pense qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que souvent quand je lis des dystopies, et là c'était le cas, j'étais pas à 100% à fond dans le truc. Parce que souvent, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est tellement pessimiste dans le délire et c'est tellement poussé qu'il y a une petite partie de moi qui est réfractaire à ce qu'on me raconte et qui me dit c'est pas possible. Genre, j'ai du mal avec les univers où on est dans un milieu totalitaire ou bien une société voilà, qui cache énormément de choses à ses populations ou qui les opprime. Ou... Je peux pas m'empêcher de me dire il peut pas y avoir autant de gens embrigadés et aveuglés alors que c'est stupide parce que l'histoire et le présent d'ailleurs nous prouvent que c'est possible, ça a toujours existé et malheureusement ça existera peut-être toujours. Mais en tout cas ici ouais, on était tellement à fond dans le pessimisme en mode tous les gens sont devenus complètement débiles en fait et vivent d'une manière tellement... je sais pas, ça a quelque chose de dérangeant, c'est fait exprès, mais il y a une petite partie de moi qui ne peut pas m'empêcher de me dire que ça peut pas être aussi sombre, ça peut pas être aussi pessimiste. Et bon bah forcément il y a des gens qui remettent en question ce système dans ce livre, mais voilà, je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si je suis claire, je pense pas trop. En tout cas, si vous aimez Fahrenheit 451, je vous recommande de regarder le film Equilibrium avec Christian Bale et Sean Bean, ou alors inversement, si vous avez adoré ce film, je pense que vous allez aimer Fahrenheit 451. C'est un film de science-fiction, de dystopie aussi, qui est un peu sur le même modèle, puisque dans Equilibrium, on est dans une société où, pour éviter les guerres, les conflits et tout ce qu'il y a de négatif, les populations sont obligées de prendre un médicament quotidiennement qui bloque leurs émotions. Et donc qui dit plus d'émotions, dit plus d'égoïsme, plus de colère, plus d'envie, plus de... voilà. Plus de toutes ces choses négatives qui sont quand même nécessaires à petite échelle, on ne va pas se mentir, mais plus non plus d'amour, plus de joie, plus de rien, des robots les mecs. Sauf que bien évidemment, comme dans toutes les dystopies, il y a aussi des rebelles, il y a des contestataires et c'est génial. Moi c'est un de mes films préférés, il est genre magnifique, j'adore. Et ce qui fait que ça se rapproche de Fahrenheit 451, c'est que il y a plein de choses du coup qui sont également interdites dans ce monde, donc tous les objets d'art, de littérature, on ne peut plus avoir de livres, on ne peut plus posséder de tableaux chez soi, on ne peut plus avoir d'animaux de compagnie, tout ce qui peut éveiller la moindre émotion est devenu interdit. Et j'adore ce film, voilà, c'était la petite reco, si jamais ça vous intéresse. Je pense que maintenant je vais me lancer dans L'île aux enfants de Ariane Bois, qui fait exactement la même longueur que Fahrenheit 451, donc je pense que ce sera lu assez vite également. Et je pense que ça va être bien. En tout cas j'espère.
se retrouve plusieurs jours plus tard, puisque bien que j'ai terminé l'île aux enfants d'une traite, donc le jour où je vous l'ai montré la dernière fois, je pouvais pas en parler tout de suite parce que c'était bouleversant. Donc je retire toutes les vieilles blagues que j'ai faites sur les litchis, les litchis, machin machin. Ariane Bois a fait un travail magnifique, je trouve, avec ce livre, et je trouve qu'elle a rendu un si bel hommage à toutes les victimes. Et c'est fou parce que plusieurs jours plus tard, j'ai toujours aucune idée de ce que je vais vous en dire, parce que c'est vraiment bouleversant, ça m'a chamboulé. Et d'ailleurs c'est mon premier coup de cœur de 2021, je peux aussi vous le dire tout de suite, tellement c'était bien, c'était impossible à lâcher. Ça m'a fait verser quelques larmes. Je pense pas qu'on puisse rester de marbre face à une telle histoire. Et ce que je trouve génial, c'est que Ariane Bois, on sent qu'elle s'est très bien renseignée, et de toute façon quand on lit les remerciements, on voit qu'elle est allée voir les bonnes personnes et qu'elle a fait un travail formidable, et que c'est très bien renseigné, c'est très bien recherché. Donc ce que je trouve génial, c'est que quand tu es réunionnaise, réunionnais, il y a plein de trucs dans ce livre que tu connais très bien, qui vont faire écho en toi, au-delà de toute l'histoire des enfants de la Creuse. Donc je trouve ça génial parce que en tant que personne qui est née et qui a grandi là-bas, ou en tout cas qui a vécu là-bas, si tu connais un peu la Réunion, tu comprends des petites choses dont elle parle qui sont pas forcément... que peut-être n'importe qui ne peut pas... comment dire, que n'importe qui ne peut pas forcément appréhender, parce que c'est très culturel, c'est très... Ça tape sur plein de petits trucs qu'on fait, des petits trucs qu'on dit, voilà, plein de petites habitudes culturelles. Et pourtant, c'est pas un livre qui est exclusif à des gens qui connaissent la Réunion et qui connaissent l'histoire des enfants de la Creuse, parce que c'est ça qui est génial, c'est que c'est très très bien équilibré entre, si tu connais la Réunion, la culture et les coutumes et tout ça, tu te retrouves là-dedans. Encore une fois, sans parler des enfants de la Creuse, hein, parce que je n'ai jamais vécu ça, donc je peux même pas parler de ça. Mais en revanche, si t'es jamais allé à la Réunion de ta vie et que tu sais même pas où c'est, tu sais même pas où le placer sur une carte, malgré tout, c'est extrêmement bien, c'est très bien fait pour quelqu'un qui connaît rien à tout ça. Et c'est là qu'est le génie, je trouve, que j'exprime très mal, mais j'espère que vous comprendrez quand même. C'est que vraiment, voilà, on est à cheval entre quelque chose d'à la fois dans lequel on va se retrouver quand on connaît, et en même temps, si on connaît pas, on n'est pas en mode mais attends, de quoi il parle, genre je comprends rien, je me sens complètement extérieure à tout ça, pas du tout. Donc vraiment, pour tout lectorat, ce livre, et je trouve qu'il est d'une importance. Je trouve ça génial qu'une autrice et une journaliste se soient intéressées à cette histoire avec laquelle elle n'a pas forcément de lien finalement. Et parce que je vous parlais des Own Voices, et c'était un petit peu mon inquiétude, et en fait cette inquiétude est complètement balayée parce que Ariane Bois a fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs j'en profite pour dire encore une fois merci à Steph de Piketty, parce que je suis tellement contente d'avoir lu ce livre, et maintenant j'aimerais en lire d'autres sur le sujet, d'autres qui ont été écrits par les victimes. Maintenant j'aimerais bien. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, mais c'était vraiment une très belle découverte, parce que comme je vous le disais, je connaissais le sujet, mais j'avais jamais lu d'œuvre de fiction, ou même d'ailleurs de non-fiction, sur ce scandale. Et d'ailleurs je vais peut-être vous lire un petit passage du livre qui explique très très bien ce que c'est que les enfants de la Creuse, parce que je crois que quand j'en ai parlé, j'ai pas encore regardé les rushs, mais j'ai l'impression que je disais n'importe quoi. Déjà ? Wow! Mes œufs sont cuits. Pardon pour cette interruption. Mes œufs sont cuits.
faudra pas que je tarde à aller manger du coup. Je disais quoi? Oui, je disais que j'allais vous lire peut-être un petit passage parce que quand j'ai essayé de vous expliquer ce que c'était les enfants de la Creuse, comme c'est un vlog, j'avais rien écrit, j'avais rien préparé, donc j'ai un peu déblatéré comme ça et j'ai l'impression que rien n'avait de sens dans ce que je disais. Et donc au-delà du résumé, puisque donc dans ce livre on va suivre deux petites filles qui ont été victimes de ce crime, deux petites sœurs qui sont donc déportées de la Réunion en métropole. Et ensuite je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment à découvrir, c'est un roman qui est hyper court, il fait 215 pages. Donc voilà, c'est vraiment à lire si vous voulez en savoir plus. Mais il y a un moment dans le livre où il y a un dialogue, c'est quelqu'un qui explique ce qui s'est passé dans les années 60 à la Réunion, qui explique le pourquoi du comment, et c'est tellement bien expliqué que je vais vous le lire, comme ça vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Et donc on nous dit, à partir de 1963, les services sociaux ont écumé les campagnes à la recherche de gosses pauvres, donc à la Réunion. Certains étaient des enfants jetés, abandonnés ou des orphelins. D'autres vivaient avec une grand-mère, une tante, une voisine, c'était courant par ici. La démographie explosait, le nombre de filles mères aussi. Des assistantes sociales repéraient les petits, prenaient prétexte d'un manquement à l'éducation, prétexte, important, souvent une affaire d'hygiène ou d'encadrement, facile par chez nous, et emmenaient les gosses, au besoin en falsifiant les papiers. Certains gosses avaient encore leurs parents, miséreux, malades, imparfaits, parfois alcooliques, mais présents. Il a fallu les disqualifier, les persuader aussi de lâcher leur progéniture. Les assistantes sociales ont menti, affirmé que les petits rentreraient au pays pour les vacances, entreprendraient de bonnes études, seraient choyés en métropole. Un piège pur et simple. Les parents, le plus souvent, n'ont pas eu de nouvelles. Pour certains, on leur a même annoncé la mort de leur gamin en France. C'est pour vous dire à quel point c'est parti très très loin. C'était faux, mais comment vérifier si loin de chez vous? Il s'agit d'un mensonge à très grande échelle. Résultat, des familles lacérées, des histoires brisées, des deuils mensongers. Voilà, ensuite il parle un petit peu plus de Michel Debré et de sa politique en particulier. Ils nous disent encore une fois, en 1963, la situation démographique est explosive, donc à la Réunion. 7 enfants en moyenne par famille, 60% de la population de l'île a moins de 20 ans, un fort chômage. Debré voulait moderniser l'île, éduquer les enfants. Il s'est appuyé sur un dispositif existant, le Bumidum, je sais pas comment ça se prononce, qui organisait l'émigration volontaire d'adultes de l'île. Il imagine aussi envoyer des petits réunionnais dans des départements ruraux en voie de désertification, comme le Gard, la Lozère, le Gers, la Creuse. Le but, désengorger l'île, vider les bidonvilles, et au passage, repeupler les campagnes françaises, y injecter du sang neuf. Un coup double, assener sur les chines des plus faibles. Et là, il y a une nana qui demande, mais enfin, comment des enfants pouvaient-ils repeupler une région? Bonne question. Certains ont réussi, construire leur vie en métropole, fonder une autre famille, mais c'était aussi une affaire de mégalomanie nationale, de grandeur de la France. Mortifié par la décadence de son pays, Debré rêvait de le voir atteindre 100 millions d'habitants. Et comme beaucoup de dirigeants à l'époque, l'opinion publique suivait, pensant agir pour le bien des enfants en les sauvant, disait-on, de parents incapables, déficients. Les éloigner semblait justifié. C'est incroyable comme mode de pensée, c'est d'un tel mépris, c'est partir d'une idée de supériorité, ça me fume. Voilà. Je veux pas en dire trop non plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je veux pas que ce vlog soit hyper long, il y a encore plein de livres que j'ai pas lus. Mais je vous recommande vraiment, même si vous voulez pas lire ce livre, de vous renseigner sur le sujet parce que ça a traîné et traîné et traîné pendant des années. On parle quand même de crimes qui ont été commis à répétition sur des centaines, sur des milliers même d'enfants pendant des années et des années. Et il n'y a que récemment que l'État a, entre guillemets, reconnu son crime, puisque ce n'est qu'en 2016 qu'une commission a été mise en place pour établir un bilan du nombre d'enfants concernés et de faire la lumière sur cette sombre affaire. Tout récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, vraiment, genre le truc, mais 50 ans plus tard, c'est ouf, a estimé que la politique menée à cette époque était une faute car elle a aggravé dans bien des cas la détresse d'enfants qu'elle souhaitait aider. Alors une faute, oui, c'est un crime, appelons un chat, et aggraver la détresse d'enfants,
il y a détresse et détresse. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat parce que moi ça me met très très en colère. Mais vraiment, je vous recommande déjà forcément de lire ce livre qui est une petite pépite. Et puis de vous renseigner sur la question si ça vous intéresse, d'aller voir des documentaires. Il y en a qui sont extrêmement bien faits et qui sont poignants. Par contre, il faut avoir le cœur accroché, c'est clair, mais c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. Et sinon, je suis toujours dans ma lecture du Sorceleur. J'alterne entre papier et livre audio. Je vous disais que j'aimais bien la voix du narrateur et c'est vrai. Mais par contre dans les dialogues je suis un peu moins fan. Genre notamment la voix de Yennefer. Mais genre Yennefer elle a l'air stone H24. Surtout quand tu connais la personnalité de Yennefer finalement, qui est une meuf genre... elle a pas le time, tu vois. Elle a de l'énergie, elle a du caractère. Et vraiment dans le livre audio elle parle comme ça et je suis en mode non. Voilà, donc ça je continue lentement mais sûrement. Ensuite il faudra que j'enchaîne sur le Paul Auster ou le Angela Carter, je sais pas encore. Et puis voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. Moi je vais aller manger maintenant parce que je n'en peux plus. J'ai filmé la FAQ tout à l'heure, j'ai quasiment rien mangé ce matin. Et il est 14h30, j'ai rien dans le ventre. Il est l'heure d'aller manger. Je me faisais un peu chier cet après-midi, donc j'ai fait des muffins myrtilles qui sont très mignons, regardez-moi ça. À part ça, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en fait, je suis toujours en train de lire Le Sorceleur tome 2, que j'écoute en audio en fait, et je vous avoue que c'est sans grande concentration, hein. Je sais pas trop pourquoi, j'ai un peu de mal à être à fond dedans. Mais c'est quand même agréable. Mais c'est une lecture que je trouve un peu cocasse en fait, surtout en audio. Jasquier il a une voix mais de bouffon littéralement, hein, au sens propre comme au figuré je trouve. Et je sais pas, c'est une lecture que je trouve un peu drôle, mais pour l'instant je suis en mode bon bah quand est-ce qu'on y va quoi. Et à part ça, j'ai commencé L'invention de la solitude de Paul Auster, qui me faisait très peur, vous le savez, et j'en suis à la page 161. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Oh, j'ai mon petit marque-page que m'a fait Cornelius pour Noël. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'apprécie en fait de retrouver la plume et le style de Paul Auster. Je trouve qu'il est tellement reconnaissable et pourtant... c'est sa première parution et je trouve ça ouf de me dire que c'est son premier livre et que j'arrive quand même à... Enfin que son style est reconnaissable quoi, je trouve ça hyper intéressant. Par contre c'est Paul Auster donc sa spécialité c'est de nous raconter une histoire et puis de nous raconter une histoire dans cette histoire et encore une histoire et encore une histoire. Et donc autant la première partie de ce roman je la trouvais super... intéressante, c'est tout flou, désolé, c'est à l'arrache là cette prise de vue. Autant la première partie je la trouvais intéressante, autant la deuxième là je sais pas trop où on va, je sais pas trop où il veut nous emmener, mais ça me dérange pas beaucoup parce que j'adore cet auteur et je me laisse embarquer, mais voilà, de toute façon je vous dirai quand j'aurai terminé, puis ensuite on va entamer la dernière semaine de février, donc il faudra passer à Angela Carter quoi. Bon, je pense qu'il est grand temps de clôturer ce vlog déjà beaucoup trop long et de toute façon on est dimanche 28, donc c'est le dernier jour de février. D'ici à ce soir le challenge février Tapal sera terminé. Alors rapidement j'ai terminé Le Sorceleur tome 2 et on ne le voit plus du tout donc je vais le reposer tout de suite. Je l'ai écouté majoritairement en audio et je le lisais en papier quand j'avais le courage. Et je suis pas sûre que c'était une très bonne idée de ma part de l'écouter en audio puisque du coup j'en ai profité pour faire beaucoup d'autres choses en même temps. Alors c'est ça qui est pratique avec les livres audio, mais en même temps, si comme moi vous avez des petits problèmes de concentration, c'est pas forcément très judicieux. Donc là ce qui s'est passé c'est que je l'ai lu pas très concentré
et que du coup j'en garde pas un souvenir impérissable puisque j'étais pas à fond dedans. Alors c'était toujours aussi agréable, mais j'ai un peu envie maintenant qu'on arrive dans le vif du sujet. De toute façon le prochain tome ce sera plus des nouvelles, ça y est, ce sera des romans. Et voilà, j'ai hâte d'y arriver parce que les nouvelles c'est sympa pour continuer à découvrir l'univers et les personnages et les différents royaumes et tout ça, mais ça m'a pas passionné plus que ça, mais c'était sympa. Ensuite, rapidement aussi, je vais vous parler de... Oui. L'invention de la solitude de Paul Auster, je l'ai pas terminé, il me reste... Ouais, j'ai dépassé la moitié, ça se lit hyper vite, mais je l'ai pas repris depuis un petit moment parce que j'étais occupée ailleurs. Je pense que je vous ferai peut-être un bilan un peu plus complet une autre fois, je sais pas. De toute façon, j'ai envie de vous faire une vidéo sur Paul Auster parce que en fait, j'en parle souvent sans trop en dire grand chose finalement. Donc, ouais, j'aimerais bien commencer à faire des vidéos sur ces auteurs et ces autrices qui m'ont marqué. Je pense que ce serait logique pour moi de commencer par Paul Auster. Donc, c'est un truc qui viendra un jour. Et on pourra peut-être certainement reparler de l'invention de la solitude qui est son premier écrit autre que de la poésie. Je pense que je le finirai ce soir ou à la limite demain, mais là j'avais vraiment envie de tourner ce petit bilan, même si je ne l'ai pas terminé. Comme je vous disais, ça me fait plaisir de retrouver le style de Paul Auster et je trouve ça incroyable que ce soit son premier livre justement et de déjà trouver sa patte en fait. Je sais pas, je trouve ça génial. C'est donc une espèce de mémoire dans lequel il nous raconte la vie et la mort de son père. C'est divisé en deux parties, donc la première était vraiment focalisée sur son père, et là la deuxième on est plus sur des réflexions... comment dire? Des réflexions en tout genre. La meuf qui a vraiment la flemme d'expliquer. J'aime beaucoup, c'est pas ce qu'il a fait de plus incroyable, mais c'est très personnel, c'est un mémoire, donc on peut pas vraiment juger le fond, mais en tout cas j'apprécie toujours autant la forme. Et ensuite, pour l'ovni de la bande, j'ai terminé La Passion de l'Ève Nouvelle d'Angela Carter, qui est traduit en français mais qui n'est plus édité chez nous, donc si ça vous intéresse, faudra essayer de le trouver en occasion. Et pour le lire en anglais, honnêtement, à moins d'avoir un niveau excellent en anglais et d'avoir l'habitude de lire de la littérature un petit peu élaborée en termes de style, je recommande pas. C'est clairement pas à la portée de n'importe qui. Donc si vous lisez peu en anglais ou si vous lisez plutôt de la jeunesse ou des écrits un petit peu plus faciles en termes de compréhension, Angela Carter, c'est pas pour tout de suite quoi. La Passion de l'Ève Nouvelle, c'est le premier roman d'Angela Carter que je lis, puisque moi je l'ai connu avec ses nouvelles, j'en ai lu pas mal. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais connaissant entre guillemets Angela Carter, j'aurais dû le voir venir. Je pense que ce livre, c'est un des trucs les plus bizarres que j'ai jamais lu. C'est dérangeant, c'est fascinant, cependant, mais c'est dérangeant, c'est trash, c'est d'une violence inouïe, c'est cru, c'est très très explicite sexuellement, mais il n'y a rien de... Comment dire? Ça me dérange pas de lire des scènes explicites sexuellement parlant dans un texte, mais là on est sur du trash, du dégueulasse. Et d'ailleurs je préviens tout de suite, il y a des scènes de viol dans ce livre. C'est trop bizarre. C'est clairement pas une partie de plaisir et en même temps, comme je vous disais, c'est fascinant parce que tu lis ce truc et tu te dis quel est ce délire? Quand est-ce que ça s'arrête? Jusqu'où ça peut aller? Et moi je continue à lire. C'est très bizarre parce que j'ai aimé ma lecture,
Et je saurais pas vous dire pourquoi, c'est typiquement le genre de livre que j'aurais aimé lire en cours avec un prof, avec un putain de cerveau qui aurait déjà analysé cette œuvre et qui nous donnerait des pistes, parce que là j'ai terminé hier, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches, j'ai pas eu le temps de me poser, de réfléchir à ce que je veux en dire, à comment je veux le dire. Voilà, je pense que c'est typiquement le genre d'œuvre qui mérite une analyse profonde et des heures et des heures de travail. Et surtout en parler dans un vlog comme ça qui par définition est une vidéo un peu moins préparée et un peu moins structurée, c'est plus difficile. J'ai la goutte au nez. Ils sont où les mouchoirs? C'est un livre très court, il fait 187 pages donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Mais ce qui nous est dit sur la 4e de couverture, c'est qu'on va suivre un homme qui est totalement abject d'ailleurs, qui après avoir abandonné sa copine et quitté New York, un New York d'ailleurs à moitié post-apocalyptique où il y a des rats énormes comme ça de partout qui vivent dans ton appartement, qui mangent des bébés, enfin un univers horrible. Donc après avoir quitté New York et après être parti pour le désert, cet homme va être fait prisonnier par une espèce de communauté exclusivement féminine qui est régie par une entité divine et qui va se mettre en tête de le transformer en femme. Donc de le castrer, de lui attribuer tous les organes génitaux qui sont associés au sexe féminin. Voilà, déjà dit comme ça, on est d'accord que c'est complètement démentiel. C'est un livre qui parle de genre, d'identité de genre, de masculinité, de féminité, de fertilité. C'est d'une violence inouïe, vraiment, je le répète, il n'y a pas un seul personnage là-dedans qui soit sain d'esprit. En fait, ça se lit un peu comme une réécriture de certains mythes grecs, de certains événements bibliques, mais ça a été fait de manière extrêmement cruelle, un peu caricaturale et complètement grotesque. C'est bourré de sous-textes et de références à plein de choses, et d'ailleurs je pense que j'en ai vu peut-être qu'un quart. C'est pour ça que j'aurais aimé l'étudier, en tout cas prendre plus le temps de faire des recherches. Si vous êtes extrêmement calé en mythologie et en études bibliques, je pense que vous allez aimer parce que vous allez voir plein de clins d'œil, d'allusions, ouais, de réécriture en fait. C'est très barré. J'ai vraiment du mal à en parler parce que ça m'a fascinée. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais je me sens presque bizarre de vous dire que j'ai aimé parce que tout est détestable. À part la plume d'Angela Carter qui est toujours aussi magnifique et recherchée et incroyable, tout est abject, tout est dégueulasse, tout m'a dégoûté, il y a des scènes qui sont insoutenables, mais vraiment je lisais en me disant jusqu'où ça va aller, c'est dingue et ça va très loin. On est clairement sur un personnage déjà abject de base, oui je pense que je vais dire ce mot 15 fois, hein. Un personnage horrible donc qui ensuite va subir des choses horribles. Ça pose aussi la question du qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'une punition, mais tu vois en mode t'as fait ça dans ta vie, t'as été un connard, et ben non on va te faire subir ça et voilà ce que tu vas devenir, et peut-être même que tu vas devenir la victime dont toi-même tu as profité en tant que prédateur, et c'est une espèce de... c'est horrible. Je pense que c'est clairement pas le livre qui est fait pour tout le monde, qui va plaire à tout le monde, et je suis pas sûre que tout le monde va se bousculer au portillon pour lire La Passion de l'Ève Nouvelle. D'ailleurs, je recommande pas du tout de commencer Angela Carter par ce roman. C'est le premier que je lis d'elle, mais j'ai lu pas mal de ses nouvelles. Je trouve que ses nouvelles c'est une très bonne porte d'entrée à son style, à son univers, à ce qu'elle a un petit peu à nous montrer, à nous apporter. Elle adore justement faire des réécritures de contes, de mythes. Elle remasterise plein de choses qui existent déjà à sa sauce. Parfois c'est si bien fait qu'il faut vraiment aller chercher loin pour trouver la référence.
Mais clairement la passion de Lève Nouvelle c'est pas par là qu'il faut commencer je pense, parce que vous allez vous dire qu'Angela Carter c'est une psychopathe et vous n'aurez plus envie de la lire je pense. Je suis sûre et certaine qu'elle a fait d'autres romans qui sont un petit peu moins bizarres et trash et dégueulasses et très subversifs. C'est extrêmement subversif. Voilà, je sais pas lequel je lirai prochainement, mais elle fait partie de ces autrices qui me fascinent aussi et sur lesquelles j'aimerais, pourquoi pas un jour faire une vidéo, mais ça va demander un travail de dingue. En tout cas, elle a écrit beaucoup d'autres romans, elle écrit des romans assez courts d'ailleurs, donc ça c'est cool, j'ai vraiment envie de lire tout ce qu'elle a fait. Mais voilà, si vraiment ce que je vous ai dit vous intrigue et vous fait envie, allez-y, ça va être une expérience de lecture pas confortable et pas habituelle, mais ça vaut le détour. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qui me passait par la tête là comme ça rapidement. Encore une fois, je vous le dis, ça ne rend pas du tout justice à ce livre parce que je pense vraiment que ça c'est une œuvre qu'il faut étudier, analyser vraiment de façon plus académique. Mais en tout cas, ouais, expérience de lecture super bizarre, mais fascinante, mais dérangeante, mais dégueu. Vraiment, je pense que c'est le truc le plus cru que j'ai jamais lu, c'est... Je n'ai plus les mots. Ah, je fais tout le temps ça. Un jour, je vais me péter une dent. Sur ce, je vais retourner à mes vidéos du dimanche matin. Il va falloir que je me presse pour monter. Oh mon dieu, 18 minutes 32. Ok, on arrête ici tout de suite. J'ai trop parlé, encore une fois. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il était très très long. J'ai l'impression que c'était pas très équilibré aussi. J'ai beaucoup parlé de certains livres, un peu moins d'autres. Mais en tout cas, je suis très contente parce que je trouve que c'est une réussite. J'ai lu tout ce que je voulais lire. J'ai lu des genres hyper différents. J'ai lu un grand classique de la science-fiction. J'ai lu un roman un peu plus historique, tiré de faits réels. J'ai lu un classique contemporain. J'ai lu un mémoire. J'ai lu de la fantasy. J'ai lu quelques graphiques aussi dont je vous ai pas parlé parce que, je veux dire, à un moment donné, on a une vie, hein, personne n'a le temps de regarder une vidéo qui fait 1h30, on est bien d'accord. Donc je vous en parlerai dans un update prochainement. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. C'était un mois incroyable en termes de météo. On est passé de tempête de neige au printemps, là, depuis une semaine, il fait 17 degrés, grand soleil, je ne comprends pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de belles lectures, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!